on a le plaisir et l'honneur de recevoir et Laure Ménétrier, que je présenterai par la suite, à la suite de la présentation de Caroline Carton, juste à ma droite, qui toutes deux œuvrent dans le domaine de la muséographie, du musée, des arts, avec, pour Caroline Carton, un parcours vraiment très riche. Et il y a deux versions qui nous ont été proposées, une version courte et une version plus développée de sa biographie. Et je ne résiste pas à évoquer plutôt la biographie un peu, non pas longue, mais détaillée, et qui démarre très jeune, puisque vous dites que vous développez de longue date, pour ne pas dire depuis l'enfance ou depuis toujours, un intérêt profond pour l'art, et ce, depuis l'archéologie jusqu'à l'art moderne. Et donc, naturellement, vous allez suivre des études en histoire de l'art contemporain, passer un diplôme également d'italien, avant d'intégrer un master professionnel en régie des œuvres et documentation, et tout ça dans la belle ville rose de Toulouse, où vous allez vous familiariser également avec les enjeux de la muséographie, notamment dans le très beau musée que vous devez connaître des abattoirs. Puis vous ferez partie de l'aventure de l'île 3000 avec Didier Fusilier, dont on a salué, je crois là, depuis 2 ans maintenant, la présidence au Grand Palais, et toute l'activité qu'il va pouvoir y développer maintenant que le Grand Palais est parfaitement restauré. Vous organisez de nombreuses expositions en collaborant avec des galeries, des prêteurs influents, le Centre Pompidou, qui a fermé mais qui va rouvrir, le Musée d'Art Moderne donc, de Mexico, des galeries et nombreux commissaires d'exposition. On a évoqué en aparté des travaux aussi autour de l'art contemporain africain et d'une connaissance commune en la personne de Simon Djami, bien connu des personnes familières avec la création contemporaine internationale et africaine en particulier. Vous participez à l'aventure de l'exposition Colors, etc., avec le musée de design de Gand, et qui remporte d'ailleurs un prix de la meilleure exposition du design, à rendre jalouse une personne qu'on avait reçue ici précédemment, qui était la directrice du MAD à Bordeaux. En 2022, vous formez une nouvelle équipe pour le festival Utopia, qui est un des développements de l'île 3000, si je ne me trompe pas, et en se concentrant sur des sujets évidemment contemporains et qui nous occupent toutes et tous, qui est l'éco-conception et la durabilité. Et vous rédigez une charte éco-responsable avec donc, la ville de Lille, dont vous restez donc proche. 10 ans d'engagement en faveur des productions artistiques et puis de la mise en avant aussi du rôle du mécénat. Vous rejoignez récemment, en 2023, la maison Ruinart, dont chacun sait qu'elle est à Reims, avec l'ambition de transformer à la fois le site historique en un pôle culturel et un pôle œnotouristique, tout en y développant des projets d'art contemporain et de rayonnement sur l'ensemble du territoire. Si vous voulez bien, et je profiterai après de la petite pause pour vous présenter Laure Ménétrier, mais si vous voulez bien, et je remercie de votre présence, je vous passe le micro pour avoir une présentation plus en détail de la maison Ruinart, de ce travail de rayonnement et de mise en valeur de l'art contemporain. Merci beaucoup à vous, Caroline. Imaginez un instant le son d'un bouchon Jean de Mal qui saute, l'effervescence qui monte, là, on parlera bien mieux que moi, la lumière qui danse dans la lutte, l'émotion de la et la joie d'un moment partagé. C'est dans cette interaction et intersection un peu magique quand je l'espère vous embarquer dans une présentation au cœur de la maison Ruinart qui va en 2029 fêter ses 300 ans. Maison Ruinart qui est donc la première maison de Champagne fondée en 1729. Et voilà, je vais essayer d'être brève en vous situant un petit peu géographiquement Reims, 45 minutes en TGV de Paris. La maison Ruinart est installée à Reims depuis sa fondation. L'acte fondateur de la maison datant du 1er septembre 1729. C'est Nicolas Ruinart, qui est le descendant de Non-Thierry Menard, contemporain taupérien, qui fonde donc la maison. Voilà, c'est une famille plutôt de marchands d'étoffes, marchands de textiles, et 1729, on a donc, et on a la chance de encore l'avoir, parce qu'on s'est avec tous les deux groupes. La chance d'avoir une gestion de patrimoine qui est assez exceptionnelle, donc l'acte de fondateur de la maison. Nous sommes très connectés évidemment au vignoble, un vignoble historique étant la Tessie, ce récit ici, avec une vache palégale de 1770, donc vous voyez que c'est pas tout à fait récent. Et enfin, l'objet voilà, qui a lié un petit peu patrimoine et art contemporain, c'est donc le Cassio Beccaria, qui est le site historique de la maison, qui a donc
fait sa transformation, si j'ose dire, en 2024 avec Maintenant, j'ai pas d'infos ici autour des nations historiques, sur lesquelles on doit 80 personnes à travailler. Vous voyez ici une partie de notre vignoble est ici dans ce vignoble. Vous voyez donc de l'art aussi, de l'art contemporain. Toujours, il faut l'engagement que la deuxième fonction de la durabilité. Et vous verrez que l'art et Ruinart, c'est une histoire aussi de famille et de siècles, hein, puisque je vous parlerai de la première commande artistique, elle ne date pas d'hier. Vous voyez vraiment le site aujourd'hui de la maison autour d'un nouveau bâtiment, un bâtiment de Su Fujimoto, qui est un architecte japonais, qui nous a fait l'honneur de dessiner et de créer, de penser ce magnifique bâtiment tourné vraiment vers le site historique que vous voyez évidemment en regard de ce panoramique. Aujourd'hui, c'est un lieu vraiment d'hospitalité, de gastronomie, d'œnologie et d'art. L'idée, c'est vraiment de lier les savoir-faire. C'est vraiment un point important pour la maison, c'est comme un 360 vraiment d'allier l'esprit pionnier de la maison, l'excellence du vignoble et également évidemment toute sa partie d'engagement pour l'environnement et de collaboration artistique. Donc c'est sur ce site-là aujourd'hui qu'on peut retrouver tous les savoir-faire et l'engagement de la maison. Donc je vous invite à venir le visiter. Évidemment, ce site, il a une particularité. Il est sur le site de la colline Saint-Nicaise à Reims. Donc on a vraiment un site, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la ville de Reims, mais on a la chance d'avoir dans les sous-sols plus de 250, je crois, kilomètres de cave à Reims. Et je ne vous parle pas d'Épernay qui est juste à côté, mais c'est vrai que le site de la maison est particulièrement connu pour ses crayères, qui sont ces architectures de craie que l'homme a creusées depuis le XIIe siècle pour notre part, et donc qui a vraiment été important dans l'extraction de la craie et qui, depuis que les Ruinards ont investi ce site, servent à la conservation des vins de Champagne. Donc voilà, c'est vraiment important de le savoir parce que c'est ce qui fait aussi la typicité du territoire. Et cette année, on a donc fêté les 10 ans du classement de l'inscription des crayères au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on est vraiment ravis. Évidemment, ce site a toute sa valeur dans sa partie visible, avec maintenant le pavillon, les jardins, qui est un peu la nouvelle adresse qu'on aime dire en Champagne, avec ce rayonnement. Mais également, on a un site évidemment creusé qui est assez important. Je vous partage une vision du bâtiment historique aussi, où vous avez les portraits du fondateur, de l'oncle du fondateur, dont Thierry Ruinart, donc, qui était ce contemporain de Dom Pérignon. Donc aujourd'hui, vraiment, ce qui nous lie dans cette idée de célébrer à la fois le champagne et l'art, bien sûr, c'est cette idée, toujours dans la continuité du siècle des Lumières, dans lequel a été fondée la maison, d'avoir un joyau conscient et contemporain de la Champagne et un symbole évidemment de l'art de vivre à la française depuis 1729. Donc avec à la fois cette continuité, mais toujours cette recherche aussi d'innovation, et souvent par le prisme d'invitation que nous faisons aux artistes. L'idée, c'est vraiment de mêler, comme je vous le disais, tous les savoir-faire autour de cette maison qui, si vous ne le savez pas, est vraiment engagée autour du chardonnay. Donc vraiment, c'est la maison du chardonnay, la maison Ruinart. Alors, on va continuer. Oula. Donc je vous parlais des crayères de la maison, donc ces crayères médiévales. Nous avons donc 8 km de crayères en dessous de la maison, donc c'est vraiment un monde invisible en dessous, vraiment des bâtiments historiques. Elle court jusqu'à 30 mètres de profondeur sur 2 niveaux. Et je vous le disais, elles sont vraiment un joyau. Et on a bien célébré cette année leur inscription au patrimoine mondial. C'est vrai que toute la Champagne a célébré ces 10 ans d'inscription, que ce soit des crayères, des coteaux champenois et des maisons. Et depuis 2019, ces crayères sont également un lieu de création artistique. C'est-à-dire que systématiquement, quand nous invitons des artistes, et ça c'est vraiment une particularité de la maison Ruinart, nous invitons les artistes du vignoble aux crayères à comprendre le patrimoine de la maison, à être vraiment en résidence dans cette maison,
Et donc évidemment, les crayères sont une source d'inspiration assez inépuisable de par leur grandeur, hein. Vous les voyez un petit peu ici. Et cette année, on a accueilli Julien Charrière, qui est un artiste contemporain, qui a repensé vraiment ce patrimoine par le prisme de la géologie. Nous avons travaillé avec des géologues, puisque évidemment, toutes ces sols de craie sont les sédiments d'un océan de plus de 65 millions d'années. Donc vraiment, on a travaillé beaucoup avec lui sur cette idée de reconnecter sur la mémoire de la craie. Donc on ne déconnecte jamais l'art contemporain des problématiques, en tout cas des caractéristiques qui font la maison, dont les crayères font partie. Alors, bon, j'avais une vidéo, mais si ça fonctionne. Donc là, vous voyez, vous plongez vraiment dans les crayères, hein, donc, qui sont vraiment c'est très caractéristique de cette maison. Et donc nous accueillons, hein, vous voyez ici Eva Jospin, notamment en 2023, voilà, à chaque fois des restitutions qui sont inspirées de près ou de loin. On a beaucoup d'artistes qui fonctionnent sur le paysage, le vignoble. Vous voyez Vic Muniz ici qui travaille dans la crayère les feuilles de chardonnay. Vous voyez vraiment des immersions très très longue, hein, sur la restitution des œuvres. Ici, Yeppe Hein, qui est un autre collaborateur, qui lui a travaillé notamment à laisser des traces dans les crayères. Ces crayères, elles ont été habitées, elles ont été un espace de refuge pendant les 2 guerres mondiales, notamment la deuxième. Et on a beaucoup de graffitis, on a beaucoup de témoignages en fait de cette vie sous la terre. Yeppe Hein en a vraiment, ainsi que Erwin Olaf, en ont vraiment tiré des projets très intéressants. Sur notamment l'histoire de la mémoire et de la trace, hein, qui rejoint d'ailleurs le projet de Julien Charrière cette année. Donc vous voyez vraiment ces crayères qui sont l'écrin parfait pour la conservation de nos champagnes, hein. C'est là qu'on y stocke, qu'on y stocke nos bouteilles. Mais néanmoins reste vraiment un lieu de création artistique où tous les savoir-faire finalement se mélangent. Et ce qui est important aussi, c'est que nos artistes sont toujours mis en lien avec les savoir-faire de la maison et les gestes. C'est vraiment l'idée de mettre en valeur le geste et le savoir-faire avec nos remueurs, avec nos spécialistes du dégorgement tardif, par exemple. C'est vraiment des artistes qui vont être très, très en lien avec le savoir-faire original de la maison. Dans la vigne, les vendanges. Donc on a toujours des œuvres qui parlent vraiment et profondément, sans faire de mauvais jeu de mots, mais qui parlent vraiment du lien entre le territoire et le savoir-faire. Je vous le disais, l'art comme expression de savoir-faire, oui, mais depuis assez longtemps, puisque la première commande, il faut savoir que donc, les Ruinarts, c'est vraiment une famille voilà, qui va, au fur et à mesure de l'histoire de Reims, contribuer à cette histoire. On a un des Ruinarts qui est maire de Reims à l'arrivée de Charles X, dont on a d'ailleurs célébré ici même une belle exposition cette année, une belle collaboration avec le Mobilier National. Voilà, on a François-Irénée Ruinart de Brimont qui, par son rôle de maire de Reims, contribue à l'anoblissement de la famille. Et puis on a toujours eu des peintres, on a toujours eu des précepteurs très éclairés autour des enfants de la famille. Donc on a une famille qui baigne quand même dans un univers artistique très fort. Et on a un pionnier, hein, donc qui s'appelle André. Alors c'est un couple. Moi j'aime beaucoup aussi rappeler le rôle de Charlotte Ruinart de Brimont. On a André et Charlotte. Et André, à Paris, découvre les fameuses colonnes Maurice et la campagne de Sarah Bernhardt, faite par Alphonse Mouchat. Il tombe en amour devant cet art complètement nouveau, cette esthétique très, voilà, à l'époque quand même qui dénote avec le classicisme dont on s'est déjà pas mal éloigné, mais on a vraiment cette idée aussi de l'art déco qui va quand même bouleverser le territoire champenois. Et on a la première commande à un artiste d'une affiche publicitaire pour une maison de champagne qu'on retrouvera jusqu'au sommet du Mont Blanc d'ailleurs. Donc c'est vraiment une affiche très importante dans l'histoire de la maison et dans cet engagement qu'auront de cesse de défendre les Ruinarts autour de l'art. Et puis depuis une quinzaine d'années, voilà, l'idée de remettre l'art, comme vous le voyez ici, au centre de la maison et comme pilier culturel sur l'ensemble du territoire. Donc les collaborations artistiques se sont étoffées. Je vous en donne les plus récentes ici avec Lélia Demoisy, des œuvres qui sont toujours conçues. Donc là, c'est toutes les nouvelles œuvres qui
qui ont été bien sûr produites pour la réouverture du 4 rue des Crayères. Mais vous voyez, depuis Alphonse Mouchat, on a eu d'abord plutôt designers avec Martine Basse et Nacho Carbonel, puis ensuite des artistes qui vont vraiment ancrer les collaborations. Le premier d'entre lui étant alors Hubert Le Gall, Hermine Olaf, Jaume Plensa et Liu Bolin. Et Liu Bolin, ça va vraiment déclencher cette envie de la maison d'aller plus loin dans les collaborations, d'aller plus loin dans les résidences artistiques et en créant des liens vraiment très forts avec les artistes. Donc on a Vic Muniz, David Schrigley, Jeppe Hein, 2023 Eva Jospin, qui a vraiment été une collaboration très importante, dont vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les œuvres de la collection qu'on a réalisées avec elle, puisqu'on a été très soutien de production avec Eva, au Grand Palais à partir de la semaine prochaine, puisque Eva inaugure une très belle exposition au Grand Palais. Et donc l'idée, c'est aussi de contribuer à ce rayonnement par commencer à mettre en place des systèmes de prêt d'œuvres. Depuis toutes ces années, vous imaginez bien qu'on a constitué une collection d'œuvres assez importante, tout en soutenant la jeune génération par des prix, le prix photo, Art Basel, le prix éco-conception en 2021. L'engagement de la maison, au-delà de ces invitations annuelles, vraiment rayonne à travers divers prix, notamment Kyotographie aussi au Japon, voilà, qui est un festival important pour les jeunes photographes. Et donc on encourage vraiment les artistes à la création. En 2024, on a un peu changé la donne. On a regroupé les cartes blanches sous la thématique de conversation avec le vivant ou conversation avec la nature. L'idée, c'était vraiment d'inviter plusieurs artistes autour de la métamorphose du lieu à réfléchir sur des nouvelles œuvres pérennes sur le site. D'où ma venue, puisqu'à l'île 3000, j'avais vraiment l'expertise de l'art dans l'espace public et l'art monumental en particulier. Et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir un parc d'une vingtaine de sculptures qui est accessible gratuitement et librement. Et je le dis parce que c'est vrai que la Maison Runard a vraiment opéré un virage très important sur cette dimension d'accessibilité, en rendant vraiment ce parc qui est beaucoup tourné aussi sur l'idée de ramener de la nature en ville, hein, parce que c'est un espace qui est quand même assez grand, qui fait 5000 m². Et on a continué avec les invitations cette année de Julien Charrière, Lélia Demoisy et Sam Falls, hein, qui sont 3 artistes qui ont chacun dans leur domaine créé des nouvelles œuvres qui restent maintenant sur le site. Donc c'est vrai qu'on a vraiment un site, comme je vous le disais, qui regroupe tous les savoir-faire. Et au-delà de l'art contemporain, puisqu'on parle de table et puisqu'on parle de fêtes, on développe également des studios avec des artisans. Donc des artisans qui sont plutôt liés vraiment à l'art de la table et à l'art du geste. Je vous ai pris un exemple sur ces artisans, puisqu'il est le plus récent, c'est l'invitation à Marie Berthoulou, qui est une artisane, qui va être plutôt dans l'art de la broderie, donc vraiment ce savoir-faire très ancestral. Et elle a vraiment créé une véritable double peau, hein, dans cette idée aussi de sublimer l'art de la table, l'art de la bouteille. Donc on est très très impliqué également sur la mise en valeur d'artisanats qui sont en lien avec nos propres gestes et notre propre savoir-faire. Donc voilà, ça a été une création de 3 exemplaires uniques qu'on retrouve évidemment aux 4 rue des Crayères, mais l'idée c'était vraiment aussi par le prisme de regard de Marie, de continuer à promouvoir cette créativité circulaire, de récupération de matériaux. On utilise les muselés des bouteilles qu'on récupère, enfin tout ça dans un cycle vertueux de création. Donc on a vraiment ces 2 prismes entre vraiment l'art contemporain avec des artistes qui soient reconnus. Je pense que de toute façon, comme je ne lis pas, si ça vous embête pas, je vais poser mes fiches. Totale improvisation. Donc on a cette partie art contemporain vraiment avec ces artistes qui sont représentés souvent par des grandes galeries et aussi de cette jeune génération dont on a parlé, qui est d'ailleurs visible sur le site. Et puis cette partie plus artisanale avec vraiment cette dimension du geste lent, voilà, qui renvoie évidemment à notre savoir-faire premier, qui est de fabriquer du champagne, et c'est un process très long. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions. Donc comme je vous le disais, alors c'est cette partie plus
contemporaine, voilà, le Champagne, l'art et l'esprit des Lumières. Donc vous voyez un petit peu à gauche l'esprit qu'on a voulu donner à cette ouverture de ce site avec l'invitation à Michael Canitro. Voilà, on a vraiment perduré, on allait même un peu au-delà de cet esprit, avec une inauguration donc le 3 octobre 2024 de ce nouveau lieu d'hospitalité. Hospitalité, art de se voir, gestes et savoir-faire, je vous le disais, vous avez un petit peu ici tout ce qu'on défend en termes de valeurs au sein de la maison. Donc évidemment l'hospitalité qui est pour nous un incontournable, un pilier, vraiment le deuxième, après évidemment le vignoble et l'œnologie, mais l'hospitalité, l'art de recevoir, c'est vraiment quelque chose qu'on développe intensément au sein de la maison, en organisant voilà, des dégustations, des visites, qui allient toujours le patrimoine et l'héritage. Hein. On est toujours dans cette notion d'inclure le patrimoine et l'héritage historique de la maison, tout en voilà, travaillant avec des chefs, des sommeliers, des œnologues qui vont être dans la recherche toujours d'innovation, d'élaboration. Hein. On a un chef de cave qui a pris le relais, une chef de cave, Caroline Fio, qui a pris le relais de Frédéric Panayotis, qui a malheureusement qui nous a quittés au mois de juin, mais toujours dans cette idée d'innovation, de ramener notamment le liège en 2010 dans le savoir-faire de la maison, de proposer des actions en vitiforesterie. Hein, donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très ancré dans la maison, et de développer des cuvées qui sont en lien toujours avec nos problématiques de réchauffement climatique, d'impact sur l'environnement. Et ça se retrouve jusque vraiment sur la table, avec l'utilisation de pupitres pour faire les couteaux, toujours d'aller vers les artisans pour construire l'art, fabriquer l'art de la table. Donc c'est vrai que voilà, c'est une maison qui, dans le détail, essaye de promouvoir, en tout cas de défendre une certaine vision de l'art de vie et de l'art de recevoir. Donc voilà, vous avez quelques exemples. Hein. On utilise aussi beaucoup nos crayères, qui sont vraiment un patrimoine naturel assez exceptionnel. Et puis le vignoble qui reste quand même un lieu incontournable de la maison. Je voulais juste vous montrer, voilà, ça c'était tout. C'était ce week-end, on parle donc de fête aujourd'hui. Ce week-end, dans cette idée d'ouverture et d'accessibilité, on a reçu 3000 Rémois, plus de 3000 Rémois, sur 2 soirées autour d'un artiste qui s'appelle Dan Rosegard, qui est un artiste designer qui a proposé un feu d'artifice de bulles biodégradables et silencieux. Donc même dans cette idée de la célébration, 1 an après l'ouverture des crayères, nous avons décidé d'ouvrir au plus large public, donc voilà, grand public, autour de ces performances, mais toujours en essayant d'aller vraiment chercher des artistes, voilà, des performeurs engagés dans cette idée de développement durable, de protection de l'environnement. Effectivement, pendant 4 heures chaque soir, on avait donc des millions de bulles, un peu comme si on était à l'intérieur d'un verre de champagne, avec de la lumière projetée dessus, dans cette idée vraiment d'avoir des étincelles, mais des étincelles qui disparaissent et qui n'ont aucun impact sur l'environnement. C'est un artiste qui va travailler notamment sur la réintroduction des lucioles, sur la diversité et le fait que les insectes portent en eux une lumière. Donc vous voyez, vraiment c'est toujours l'idée d'aller chercher des artistes qui vont pouvoir communiquer et qui vont pouvoir communiquer leur passion, communiquer leur engagement, toujours dans l'idée de sensibiliser dans une vision un peu magique aussi et poétique de l'art. Voilà, le 4 rue des Crayères en quelques images. Donc vous avez 1 an, donc voilà, comme je vous le disais, ça fait 1 an qu'on a réouvert le site. L'idée de cette inscription aussi de ce site au sein du territoire, c'est pour nos équipes de proposer aux Rémois de renouer avec leur patrimoine, ce patrimoine universel, d'où le parc accessible, d'où les sculptures visibles, d'où vraiment cette notion d'accessibilité qui est vraiment de plus en plus développée au sein de la maison, tout en gardant évidemment l'excellence et le savoir-faire, la simplicité et l'exception. C'est vraiment ce qui va guider nos programmations. Cette année, on s'est inscrit dans, par exemple, les rendez-vous au jardin du ministère de la Culture,
Moi, j'ai à cœur, mais ça c'est, voilà, vous l'aviez évoqué, ma formation aux côtés de Didier Fusier, j'ai à cœur de nouer aussi des liens très forts avec le territoire, avec les institutions, hein, avec l'OR évidemment à Épernay, mais aussi avec les scènes de musique actuelles. On a à Châlons en Champagne une école de cirque internationale qui est extrêmement reconnue. Donc l'idée c'est d'inviter aussi les scènes nationales, les scènes de musique actuelle, les artistes locaux, les institutions locales à profiter de ce lieu, à profiter du rayonnement du 4 rue des Crayères pour créer des synergies, pour faire rayonner le territoire. Le but, c'est vraiment à la fois avec cette adresse de montrer qu'en Champagne, on a de belles maisons, on a de belles synergies à créer pour promouvoir tout un territoire. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on défend d'ailleurs toutes les deux sur cette idée de défendre un patrimoine et de le mettre en valeur par le prisme d'événements qu'on peut créer ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur désormais. Très, très fort à Reims. Bon, voilà, les presses, je ne vais pas m'étaler dessus. On est dans les 100 plus beaux lieux du monde en 2025. Avec Notre-Dame de Paris, donc on était très, très fiers d'être valorisés dans cette dimension. Et puis, je vous le mets parce que c'est important aussi d'inscrire ces sites où tout est nouveau dans des labellisations institutionnelles, notamment, voilà, on s'est inscrit dans le Vignoble et Découverte. Nous travaillons avec la DRAC et le ministère de la Culture pour être labellisé en jardin remarquable, biodiversité, pardon. Tourisme et handicap aussi, je pense que c'est très important pour nos lieux d'être accessibles et accessibles à tous. Donc on a développé un parcours avec une association rémoise voilà, qui est spécialisée dans la traduction pour les malvoyants. Donc voilà, on est aussi très investi dans cette notion d'accessibiliser l'accessibilité à la culture. Voilà, je vous laisse avec quelques images, quelques questions si vous le désirez sur ce site, sur ce lieu. Je pense que dans le timing, je suis peut-être un peu courte, mais j'essaye d'être voilà, efficient. Le champagne, c'est également le dialogue, donc on va pouvoir l'entamer aussi évidemment maintenant. Merci beaucoup Caroline pour ce effectivement concis, mais c'est une invitation qui quand même nous fait un peu rêver, et je pense qu'on sera nombreux à faire le chemin jusqu'à Reims. Avec plaisir. On va peut-être effectivement poser des questions tout de suite, le temps que chacun puisse peut-être prendre la parole. Moi j'en avais tout de suite une concernant le mode de sélection. Est-ce que c'est une démocratie autoritaire et c'est vous qui décidez de tout, ou est-ce qu'il y a un comité? Non, comme je le pense. Est-ce qu'il y a comment fonctionne la sélection des artistes au-delà des critères que vous avez évoqués, et peut-être aussi un tout petit peu revenir, parce que je trouvais ça vraiment très très séduisant, ce feu d'artifice de Bulle, nous reparler de l'artiste, parce que moi je l'ai pas bien noté. Bien sûr, alors la sélection des artistes, elle se fait vraiment au sein du collectif. On a la chance d'avoir un directeur agriculture à Paris qui s'appelle Fabien Valérian, avec qui on travaille très étroitement, et un président, une direction de communication. On est partenaire de 35 foires d'art contemporain, donc on a un réseau déjà très institutionnalisé avec des nombreux contacts avec les galeries. Donc en fait les rencontres elles se font soit par les galeries, soit en visitant des expositions. Moi j'ai beaucoup voilà, on prospecte, on cherche les jeunes talents ou les artistes plus confirmés, et on fait une sélection de 5, 10, 15 artistes, et c'est vraiment un choix collectif qui s'opère chaque année. C'est une question aussi de disponibilité de l'artiste, hein, parce que parfois les artistes sont pas disponibles, et aussi de sensibilité quand on les invite vraiment à Reims, parce que en fait tout commence à Reims, c'est-à-dire tout commence, même pour être très franche, comme demain matin, parce que j'ai une artiste qui vient demain matin, dans le vignoble. C'est vraiment là que ça commence, parce que dans le process d'élaboration, c'est dans le vignoble qu'on comprend vraiment comment on fabrique du champagne, quels sont les gestes, quelles sont les saisons, la saisonnalité. Donc on invite les artistes et on fait vraiment la visite du vignoble, des crayères, patrimoniales. Ça prend du temps, ça engage aussi la maison,
Ça nécessite que la direction de production, les œnologues se rendent disponibles, nous aux expériences et à l'art en général. Et c'est vraiment une immersion totale et on le fait pour tous les artistes. On reçoit tous les artistes qui nous le demandent ou qu'on trouve intéressants, toujours dans cette notion d'engagement. Ce sont toujours des artistes qui sont sensibles vraiment à cet impact qu'on subit très directement. C'est-à-dire qu'on a fait les vendanges fin août cette année versus fin septembre, mi-septembre, fin septembre. Donc c'est vraiment aussi pour nous important de les sensibiliser à l'impact direct qu'a le réchauffement climatique sur nos vignes. Et pour Spark, c'était la question. Alors Spark, donc c'est vraiment une performance, effectivement, où la simplicité, alors l'idée d'harmonie, évidemment, elle est autour du pavillon, elle est naturellement, avec cette installation, elle est très révélée. Ce sont des projections de bulles d'eau dans lesquelles l'artiste a inclus une masse graisseuse, donc c'est pas du savon, c'est vraiment une masse huileuse qui va réfléchir la lumière. Et donc ces projections vont recevoir de la lumière avec des tableaux lumineux qui sont assez épurés et assez poétiques. Il va beaucoup travailler sur le bleu, parce que le bleu, c'est une des couleurs naturellement portées par notamment les insectes, le phytoplancton, et la couleur des lucioles, générées par les lucioles. C'est un artiste qui va être à la fois très immersif, on va rendre les installations très immersives, mais avec aucun, et ça je peux le confirmer parce que c'était vraiment là vendredi, samedi, aucun impact sur l'environnement, et pourtant c'est un show de lumière. Donc aussi aujourd'hui on sait que les drones, les feux d'artifice ont un impact, notamment les feux d'artifice ont un impact assez nocif sur l'environnement, et sur notre site nous accueillons 17 nichoirs, des ruches, des abeilles, donc c'était inenvisageable de faire une célébration qui avait un impact néfaste sur l'environnement. Donc on s'est posé la question de comment célébrer en respectant évidemment cet engagement de la maison, et c'est pas simple. Juste une question aussi sur la façon dont ça peut être aussi un outil de communication interne, pardon, non pas un gros mot, mais de mobilisation en tout cas des personnes qui en interne, et notamment, vous avez dit pour tous les multiples savoir-faire qui sont convoqués pour faire du champagne, vous avez parlé des remueurs, mais effectivement il y en a plein d'autres. Alors deux questions, comment l'artiste interagit avec ces personnes qui au quotidien font et permettent de faire cet or de champagne, et également, deuxième question, comment est-ce qu'il n'y a pas une perte de la transmission de ces savoir-faire propres à ces maisons de champagne? Alors, comment les artistes interagissent avec ces métiers? De manière très directe. Je pense notamment à Liuboline qui a embarqué, c'est le cas de le dire, une partie de l'équipe et qui les a peints directement dans les crayères. Donc voilà, c'est vraiment des performances qui ont eu lieu avec nos collaborateurs. Je pense aussi à Eva Jospin dans le vignoble. Évidemment, à chaque fois, c'est vraiment des rencontres qui peuvent d'ailleurs donner lieu à de belles amitiés. C'est des histoires aussi qui perdurent. Je pense à Nils Sudo. On a des artistes avec qui on travaille, mais avec qui on va avoir un lien qui va perdurer. C'est pas l'histoire d'une seule collaboration, c'est que ces artistes, on va rester en contact avec eux, ils deviennent des amis de la maison, on va vraiment parfois aller sur des collaborations à long terme, donc en fait c'est des artistes qui sont intégrés un peu comme une grande famille à l'histoire de la maison, et les savoir-faire, ça c'est toute une politique, j'ai envie de dire, sur la défense des savoir-faire et surtout la valorisation du geste et du savoir-faire. Nous, on a fait une grande exposition autour notamment de la fabrication du pavillon, puisque pour la fabrication du pavillon, on a convoqué environ 60 entreprises, dont la majorité était locale, et où le savoir-faire a été un critère de sélection du maître d'œuvre et du bâti pour justement réaliser le pavillon. On a donc ce pavillon en pierre, pierre de Soissons, avec les tailleurs de pierre, les mêmes qui ont œuvré sur la reconstruction
construction de Notre-Dame. On a les maîtres verriers. Vous savez que à Reims, on a la chance d'avoir l'atelier Simon Marc, qui travaille notamment sur les vitraux aussi de la cathédrale. Et donc, on a vraiment sourcé des savoir-faire et des gestes au-delà de ceux de nos propres maisons. On a vraiment toujours à cœur de valoriser ces gestes. Donc, vous savez, les crayères, elles se sont bâties avec le geste répétitif de l'homme qui va les creuser pour extraire la craie. Aujourd'hui, dans les crayères, on perpétue ces traditions de valoriser le geste, qui soit celui du remueur, celui du dégorgeur, celui de l'œnologue, qui va sentir, notamment sur les dégorgements tardifs, tous les matins à 7 heures, toutes les bouteilles qu'on va ouvrir. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ancré profondément dans l'excellence aussi, puisque on a une valorisation du geste. Évidemment, la simplicité du geste produit l'excellence et l'exception. Donc je pense que en Champagne, c'est une thématique qui est extrêmement importante, et je pense dans toutes les maisons. C'est vraiment. Donc il n'y a pas de danger, on pourra boire du champagne encore longtemps. J'espère. La transmission se fait bien. La transmission est très importante, effectivement. Et Laure Ménétrier a joué un rôle certain, non seulement dans les célébrations, mais aussi, je crois, dans la constitution du dossier de cette reconnaissance au patrimoine mondial alors il faut être précis, c'est maison, cave et coteaux de champagne. Coteaux, maison et cave de champagne. Mais comme vous aviez préalablement aussi œuvré, je me trompe, sur l'inscription des climats de Bourgogne. Donc, en 2 mots, qui vous êtes, et vous remercier de me faire l'amitié d'être là aujourd'hui. Vous m'avez fait déjà l'amitié de venir un peu plus tôt dans l'année, au mois de mai, à Villers-Cotterêts, pour déjà présenter ce 10e anniversaire de l'inscription au patrimoine mondial des coteaux, maisons et caves de champagne. Donc là maintenant nous voilà à la manufacture des Gobelins, manufacture nationale. Donc vous êtes historienne de l'art, vous êtes diplômée de l'école du Louvre et d'un master aussi, master 2, d'histoire de l'art à l'université de Bourgogne, puisqu'il y a des attaches aussi avec cette belle région de Bourgogne, où vous avez dirigé notamment les musées de Beaune pendant près de 10 ans, 2010-2020, avant de rejoindre le musée de Champagne d'archéologie, donc situé, comme on l'a pu le dire, à Épernay. Vous êtes membre du conseil scientifique justement de cette inscription des coteaux, maisons et vins de Champagne au patrimoine mondial, donc obtenu en 2015, pardon, puisqu'on fête les 10 ans, en 2015. Et voilà, et que vous faites cette année un certain nombre de festivités dont vous allez nous parler. Et aujourd'hui, vous travaillez plus particulièrement sur la patrimonialisation des vignobles et sur l'histoire du champagne viticole. Vous n'êtes non pas mais également commissaire général et scientifique de l'exposition, une belle exposition sur laquelle il y a des flyers, des tracts, des propositions, des dépliants qui vous sont proposés, et soudain le champagne. Donc vous avez un intitulé avec un point d'exclamation dont on entend dans le son de la voix comme un pétillement de bouchon, qui est une exposition donc entraînante, effervescent, et je vous cite, à l'image du champagne et de son caractère innovant, mystérieux et joyeux, et dont le sous-titre, plus sérieux peut-être, mais en même temps qui permettra d'être détaillé, représentation, usage et sociabilité, donc qui précise le propos et le contenu que vous allez certainement détailler pour nous. Donc c'est une exposition qui a ouvert à la mi-octobre et que je vous encourage à voir dans un joli périple en passant d'Épernay à Reims, donc des jardins remarquables à l'exposition et soudain le champagne, puisque ce sera visible, vous voyez comme les choses sont bien faites aux rencontres des savoir-faire, jusqu'au 6 avril 2026. Laure, c'est à vous. Merci Pierre. Je souhaitais tout d'abord remercier les organisateurs de cette soirée, donc Marc, que j'aperçois au fond de la salle, et donc évidemment vous Pierre, merci de cette invitation. Alors on va donc continuer dans cette exploration du champagne et de la Champagne pour traverser la montagne de Reims, cette fameuse montagne, aller de l'autre côté pour aller jusqu'à Épernay. Et donc je vais vous présenter à la fois donc cette exposition, vous en avez là une photo, son propos, dans quel cadre elle s'inscrit, et plus globalement je vais vous parler de ce site que vous avez en haut à gauche, qui est le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Ce qui va en fait, vous allez le voir dans mon propos, il y a beaucoup de choses qui vont se
croiser avec ce qui a été dit jusque précédemment par Caroline. On va parler de ses savoir-faire, bien sûr de cette boisson d'excellence qu'est le champagne, de toutes ces pratiques artisanales que l'on retrouve dans les collections du musée. On va parler de créativité, d'innovation, de précision, de résilience, enfin des termes qui ont déjà été employés par Caroline et qu'on va retrouver dans ce musée, dans ce parcours. Mais peut-être la petite différence, c'est que donc concernant évidemment Ruinart, là on est sur l'aventure d'une maison, d'une marque très ancienne en effet, hein, depuis le milieu du XVIIIe siècle. Là, moi, ce dont je vais vous parler, c'est d'une aventure collective, hein, celle des maisons, celle des vignerons, ceux qui ont façonné au cours des siècles ce process d'élaboration qui est envié un peu partout dans le monde, donc du champagne et les paysages qui se sont constitués tout autour. Donc j'ai prévu de vous passer un certain nombre de slides pour vous parler d'abord du musée. C'est quoi ce musée, où, quoi, qu'est-ce qu'on peut y voir, etc. Et ensuite vous parler de l'exposition. Donc en effet, Épernay n'est pas loin non plus de Paris. Hein. On n'est pas à 45 minutes, on a 1h15 de train. Et ce qui est très joli, c'est qu'on traverse les vignobles champenois pour arriver jusqu'à Épernay. Et donc on est dans la Marne. Donc là, vous avez donc la vue du château Perrier dont je vais vous parler, dans lequel se trouve le musée, et puis une vue de l'exposition dont je vais vous reparler après. Alors, ce musée, pour que vous compreniez, c'est un musée qui a rouvert en mai 2021. Donc, il fêtera bientôt ses 5 ans lors de la Nuit des musées en mai prochain. Vous êtes les bienvenus, ça sera très festif. C'est quoi ce musée? Il est situé pas n'importe où, vous avez là une belle vue aérienne. Il est situé sur l'avenue de Champagne à Épernay. Avenue de Champagne qui fait également partie de l'inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne depuis 2015, tout comme les Crayères à Reims. Donc avenue de Champagne, c'est ce qu'on appelle les Champs-Élysées du Champagne, de la Champagne. On fête d'ailleurs cette année les 100 ans de l'appellation Avenue de Champagne. Ça s'appelait autrement précédemment. Et donc, ce que vous avez là au cœur de cette photo, c'est ce château Perrier, qui est donc classé au titre des monuments historiques, qui accueille le musée que je vais vous présenter dans quelques instants, qui est un musée de France. Et on est donc situé sur cette célèbre avenue qui accueille par ailleurs, comme vous l'apercevez là, les voisins, mes voisins au quotidien, quelques grandes maisons de champagne dont je vais citer les noms, mais par exemple voilà, Moët et Chandon, Perrier-Jouët, Paul Roger, Castellane un peu plus haut dans l'avenue. Donc pour que vous compreniez tout de suite cette inscription UNESCO, quelle a été cette reconnaissance en 2015 par l'UNESCO et ce que ça inclut. En fait, c'est évidemment une inscription qui rejaillit sur toute l'appellation Champagne, hein, donc bien au-delà d'Épernay et de Reims. Mais qu'est-ce qui a été reconnu? C'est vraiment ce modèle de viticulture qu'est la Champagne et qu'est le Champagne, à savoir ce paysage vertical, donc des coteaux viticoles, voilà, donc des coteaux plantés de vignes avec des forêts très souvent au-dessus, la plaine en contrebas, et tout ça est très pensé. Donc les coteaux, les maisons de Champagne avec un urbanisme très fonctionnel, tant à Reims qu'à Épernay, mais également dans d'autres communes telles Ailly, et donc avec ces installations vitivinicoles qui sont pensées de manière très rationnelle, et les caves, et crayères, et galeries souterraines. Donc tout ce patrimoine souterrain d'une extrême richesse, des exemples de Reims et d'Épernay tout particulièrement. Et donc c'est ce paysage vertical qui s'est façonné au fil des siècles et qui est aujourd'hui le cadre de production de cette boisson d'excellence qu'est le champagne. Boisson d'excellence qui s'est en fait perfectionnée au fil des siècles grâce à des innovations techniques, grâce à des transformations commerciales, techniques, socio-économiques. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui a été reconnu en 2015. Je vous parlerai évidemment de la dimension immatérielle après, pour vous montrer qu'il y a une spécificité dans cette inscription UNESCO que n'ont peut-être pas les autres régions viticoles inscrites à l'UNESCO. Il y en a 14 régions viticoles inscrites à l'UNESCO. Et donc à chaque fois, on parle de cet écosystème, cet environnement, on parle de savoir-faire. Mais vous verrez après que la Champagne et le Champagne a ce petit supplément d'âme qui est justement cette incarnation de l'art de vivre à la française qui a été reconnue par l'UNESCO. Bref, ce château Perrier héberge le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale, qui est l'héritier de plusieurs musées qui avaient été installés dans ce château après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà ce château. Ce château, au départ, c'était la demeure d'un négociant en Champagne. Alors voilà, il y a Ruinart à Reims, mais à Épernay, parmi les grandes familles, il y a la famille Perrier-Jouët.
Cette famille Perrier-Jouët, elle a installé ses locaux de fabrication de champagne sur l'avenue de Champagne, de l'autre côté de l'avenue. Et puis, comme beaucoup d'autres grands directeurs de maisons de champagne, Charles Perrier souhaite matérialiser sa réussite dans la pierre. Et donc, il va faire édifier dans les années 1850 ce château qui va être acheté par la ville d'Épernay en 1942 pour abriter ses différents musées et la bibliothèque municipale. Tout cela ferme dans les années 1990 pour un certain nombre de raisons. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Et ce qui va faire émerger ce nouveau projet que vous avez sous les yeux, c'est vraiment la candidature UNESCO, des coteaux, maisons et caves de Champagne. Donc c'est une candidature à laquelle je n'ai pas participé. Moi, j'ai participé à la candidature bourguignonne, avec succès. Les deux, on a été inscrits à 10 minutes près, le 4 juillet 2015, à Bourgogne et la Champagne. C'est symboliquement assez beau à citer. Donc pourquoi ce projet de musée dans ce lieu? Parce qu'il y avait cette candidature UNESCO et donc cette idée que le jour où on serait inscrit, il faudrait un lieu d'interprétation, un lieu de partage pour raconter toute cette aventure collective, le champagne, dans quel cadre cette boisson a été pensée, dans quel cadre elle s'est perfectionnée, quel est ce territoire, quelles sont ses richesses, ses ressources et comment les hommes ont appris à exploiter tout ça. Et à créer cette notoriété qui fait qu'aujourd'hui le mot champagne est sans doute le mot de la langue française le plus connu. Voilà. Et donc là, c'est vraiment, on doit ça à la personne qui était le maire d'Épernay à l'époque, qui est aujourd'hui président de la région Grand Est, Franck Leroy, qui se dit, on a la chance d'avoir des superbes collections, on a des collections d'archéologie régionale qui sont parmi les plus belles en France. On a toutes ces collections d'ethnologie vitivinicole. Finalement, si on les réunit, parce qu'avant, c'était des musées, mais qui n'avaient rien à se dire. Hein. Voilà, avec deux conservateurs qui, si possible, évitaient de se croiser dans les escaliers. Si on réunit toutes ces collections, puis on a aussi des collections de paléontologie, des collections beaux-arts, des collections d'art décoratif, on a même des collections d'explorateurs marnais, de l'art et de l'artisanat extra-européen. Si on réunit tout ça, finalement, on peut raconter l'histoire de la Champagne et du Champagne. D'où le début de ce projet. Alors je passe sur les détails, mais si vous avez des questions, le diagnostic bâtimentaire, programmation architecturale, muséographique, on a tout fait dans les règles de l'art d'un musée de France, voilà, avec un cabinet d'architectes parisiens qui s'appelle le cabinet Frénac et Julien, qui travaille beaucoup notamment pour les établissements patrimoniaux, qui a réalisé par exemple la rénovation du musée de Picardie à Amiens. Et donc c'est dans les années 2010 que ce projet voit le jour avec 2 ans de travaux. Et donc là, comme pour Ruinart, on a travaillé avec plus de 60 entreprises, notamment beaucoup d'entreprises spécialisées dans les décors historiques. Vous avez là la vue du grand salon, donc avec ce parquet à la Suisse, donc qui a été, comme tous les parquets du château, démonté, nettoyé, remonté pièce par pièce. J'en ai encore des souvenirs très précis. Vous avez tout ce travail de boiserie à la feuille qui a été peint à la feuille d'or. Je me rappelle aussi des échafaudages et de ces petites mains féminines qui posaient la feuille d'or sur les boiseries. Donc plus de 60 entreprises qui ont permis de faire renaître ce château et d'avoir une proposition muséographique au goût du jour, comme vous allez le voir jusqu'après. Donc plus de 60 entreprises, 2 ans de chantier, réouverture en mai 2021, près de 28 millions d'euros investis par la ville d'Épernay et ses partenaires privés et publics. Je pourrais en dire plus, mais comme j'ai plein de choses à dire, je passe. Voilà. Et donc, tout de suite, quelques vues. Donc, c'est en fait un parcours, ce musée, qui raconte l'histoire de la Champagne et du Champagne. Comment, à partir de cette richesse que nous offre physiquement la Champagne, donc le substrat crayeux, c'est très important la craie en Champagne, pour la Champagne et le Champagne, la craie, le silex, l'argile, les forêts, les marais, les cours d'eau. Comment, avec tous ces ingrédients, les hommes et femmes ont su développer des techniques et des savoir-faire. Ce qui fait que dans le parcours, on va par exemple parler beaucoup de céramique. Alors, la céramique fine de l'époque gallo-romaine, tout comme des faïenceries beaucoup plus tardives des XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle. On va parler de l'industrie verrière. Voilà, alors verrière, cristallerie également. Je pense à Bailleul en Champagne. On va parler un peu de textile, puisque Reims était une des grandes villes textiles pendant très longtemps. Donc voilà, au fur et à mesure, on va voir comment la Champagne s'est développée avec un point d'orgue qui est évidemment le vin de Champagne, son histoire, ses savoir-faire, ses représentations. Autre point essentiel que je voulais vous dire pour ce musée, l'accessibilité, c'est très très important pour nous. C'est vraiment le fil rouge de ce parcours.
Je passe très vite aussi, mais on a un audio guide qui est mis à disposition gracieusement avec l'achat du billet, qui est disponible en 10 langues, en audio description pour les malvoyants, il y a également un parcours jeune public avec l'audio guide. La plupart de nos cartels sont transcrits en braille, toutes nos vidéos sont sous-titrées en LSF également. Tous nos textes sont traduits en 3 langues. Et puis après, de manière à pouvoir avoir tous ces modes d'interaction et de médiation parce qu'on n'a pas forcément la même manière d'entrer en interaction avec les thématiques développées, on va avoir des facsimilés qu'on peut toucher, on va avoir des maquettes, des multimédias, beaucoup de choses à expérimenter, à sentir, à toucher, à manipuler. Voilà, donc ça c'est vraiment le fil rouge, c'est que c'est un parcours qui est fait pour tous les publics. Et puis avec différents niveaux de lecture, notamment pour l'archéologie, on peut se balader comme ça, voilà, voir des jolies pièces, regarder un peu les maquettes. Mais si on veut approfondir, je peux vous assurer que pour l'archéologie, on peut y rester une journée entière. Voilà, donc là, quelques vues que je ne décris pas, mais si vous avez des questions après, je serais ravie. Donc là, c'est pour l'archéologie, avec notamment quelques-unes de nos plus belles pièces. La Marne est très connue comme un des principaux foyers de la civilisation celtique. Voilà. Donc beaucoup de très très belles pièces des 3e, 2e siècle avant notre ère. Voilà, pour le Champagne, vous voyez, on a par exemple au centre, vous avez donc la photo du centre, toute cette table didactique qui avec des maquettes, parce qu'évidemment on n'est pas dans une vraie installation vitivinicole, donc c'est des maquettes en modèle réduit, mais avec ces maquettes, on comprend très bien quelles sont toutes les étapes actuelles de champagnisation, tout le process. Donc là, par exemple, vous avez des gyropalettes qu'on peut manipuler pour comprendre l'étape du remuage. Et à côté, vous avez une autre maquette qu'on peut mettre en action qui permet de comprendre ce que c'est que le remuage. Donc remuer la bouteille pour que le dépôt se décolle et puis la basculer à la verticale de manière à ce que le dépôt rejoigne le goulot. J'essaye de faire simple. Voilà. Et après, d'autres maquettes pour le dégorgement qui fonctionnent de la même manière. Et ces maquettes sont mises en dialogue avec nos collections qui sont tout autour, qui là sont nos collections historiques et qui permettent de comprendre comment on faisait le champagne, plutôt fin 19e, début 20e siècle. D'autres salles que je ne décris pas, parce que je sais que le temps va passer très vite, voilà, mais il ne faudra pas hésiter si vous avez des questions. Une table des arômes pour sentir l'évolution des arômes des 3 cépages principaux du champagne. La bouteille, très importante, le contenant est aussi important que le contenu en champagne. Si on n'a pas une bouteille bien travaillée, faites pas de vin effervescent. Donc tous les formats de bouteilles, une vidéo sur l'industrie verrière implantée évidemment, il y a plusieurs usines très importantes installées dans la Marne pour fabriquer ces bouteilles donc dédiées au vin effervescent. Oui, je vais quand même citer les crayères. La maquette des crayères Ruinart, voilà, qui nous permettent de parler de ces installations vitivinicoles, de ce côté très fonctionnel avec cette verticalité. Et donc, en effet, c'est Ruinart qui a été choisi pour illustrer cette thématique. Voilà, je passe sur d'autres maquettes. Quelques objets des collections. Donc là, j'ai choisi que le champagne, parce que je savais qu'on allait parler du champagne. Un magnifique pressoir à roue à écureuil, 7 mètres de haut, qui date du début du XVIIIe siècle. Voilà. Une tireuse, alors on dirait un peu une soucoupe volante, là, mais c'est une des premières tireuses automatiques, donc pour verser le vin tranquille dans la bouteille avant la prise de mousse. Voilà. Un superbe tableau d'Alexis Grimou, qui est sans doute une des premières représentations de bouteilles de champagne, voilà, qui date du début des années 1730. Les affiches, je vais vous en parler après, et bien sûr aussi un hommage à la cathédrale de Reims au-dessus avec ce verre en cristal de Marc Lalique et qui rappelle évidemment je suis en train de chercher l'ange de la cathédrale. Voilà, les ailes de l'ange de la cathédrale de Reims. Je vais passer. Un énorme travail d'ancrage dans le territoire depuis quelques années pour travailler à la fois avec la filière viticole, avec le monde universitaire, culturel. On est un lieu d'animation, on propose énormément de choses tout au long de l'année, mais je passe. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup trop. Voilà, on travaille énormément bien sûr avec les coteaux, maisons et caves de Champagne. Voilà, je passe.
Voilà, juste vous dire aussi que le musée se positionne aussi comme un lieu de réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui en Champagne, les vrais enjeux sociétaux, environnementaux, et notamment nous avons collaboré avec l'Interprofession viticole pour proposer une exposition sur comment on s'adapte par rapport au changement climatique, à ces nouvelles maladies qu'on présente dans les vignes, en termes d'encépagement. Comment on travaille à la création de nouvelles variétés et cépages résistants. Je fais très simple. Une exposition itinérante, mais qui a été inaugurée au musée. Voilà, c'est quelques mots pour que vous compreniez que c'est vraiment un musée qui se positionne comme un lieu qui cherche finalement à être vraiment un musée de territoire, un musée régional. Alors même si, voilà, évidemment, il y a d'autres musées sur le territoire qui complètent le propos, hein, donc que ce soit à Troyes, à Reims, etc. Mais voilà, on a cette idée de pouvoir rayonner sur l'ensemble de la région. Et puis, comme le disaient Pierre et Caroline précédemment, nous fêtons cette année les 10 ans de l'inscription UNESCO des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. C'était important pour moi que le musée se positionne dans cette année anniversaire et qu'on propose quelque chose. Et donc, nous proposons cette exposition « Et soudain le Champagne, représentation, usage et sociabilité ». Donc, le titre a été très bien explicité par Pierre. Et soudain, parce qu'on voulait justement rappeler à quel point cette irruption du champagne, alors on va dire tout au long du XVIIIe siècle, est un vrai phénomène à la fois œnologique, gastronomique et socioculturel. Et c'est le socioculturel qui nous intéresse dans cette exposition, qui interroge la place sociale et culturelle du champagne dans nos sociétés. Et quel est notre rapport aux uns, aux autres, au champagne, qu'on en boive ou qu'on n'en boive pas d'ailleurs. Pour nous, le champagne, qu'est-ce que c'est? Et pour vous, qu'est-ce que c'est? Quelles projections, quelles valeurs, quelles images? C'est un petit peu tout ça que nous avons cherché à explorer avec cette expo, qui est donc un peu introspective. Il y a l'idée vraiment de se dire, alors finalement, le champagne, qu'est-ce que ça incarne pour moi, qui se veut également très joyeuse, avec on a travaillé avec deux directeurs artistiques qui nous ont proposé notamment ce visuel où on est sur l'idée du côté très joyeux, très dynamique. Voilà. Et donc cette exposition, alors j'ai dû, je ne sais plus comment j'ai dû vous mettre de, voilà, ça c'est ce que je vous ai dit. Elle accompagne l'anniversaire des 10 ans, donc tout ça je vous l'ai dit. Non, je regarde parce que je pense que je vais être en retard. Elle est placée sous le patronage de Douglas Kennedy, donc l'écrivain américain, mais francophile et francophone. Pourquoi? Vous me poserez la question et je vous dirai pourquoi après. Voilà. Et donc cette exposition, elle est composée de 3 grands axes qui vont nous permettre de revenir sur des choses qu'on a déjà un petit peu abordées avant. Et donc ce que je voulais vous dire par rapport à cette inscription UNESCO, c'est que un peu dans le jargon et dans le process UNESCO, pour être inscrit à l'UNESCO, il faut en fait pouvoir démontrer que notre valeur universelle exceptionnelle correspond à un certain nombre de critères qui sont définis dans la Convention du patrimoine mondial. Et il y a souvent 2 critères qui sont utilisés par les régions viticoles. C'est le cas de la Champagne, c'est le cas de la Bourgogne, c'est le cas des autres régions inscrites à l'UNESCO. Mais la Champagne, elle a un critère supplémentaire que n'ont pas les autres régions viticoles, c'est ce qui est lié à la dimension immatérielle. Et ce qui est précisé, je vais le dire à peu près de tête, normalement je le connais à peu près par cœur, c'est que le champagne est l'incarnation de cette image universelle, cette image symbolique universelle de l'art de vivre à la française, de la fête, de la célébration, de la réconciliation, de la victoire, image qui est incarnée à la fois par le sport et par les arts. Voilà. J'en ai dit beaucoup. Et en fait, c'est toute l'expo, ça. C'est finalement comment le champagne, à un moment, est devenu le symbole de la fête, de la victoire, de la paix, de la réconciliation. Et aussi, ça c'est la dernière partie de l'exposition, comment le champagne est également une image de la modernité. Donc c'est les 3 grands axes que vous avez ici. Donc le champagne, une cérémonie, comme le disait Caroline, en effet, ce qui est intéressant avec le champagne, et on le retrouve, c'est vraiment un ADN qu'on retrouve dans pratiquement toutes les maisons de champagne, et même au-delà, je pense aux vignerons, je pense à l'interprofession. Le champagne, c'est un art de vivre et c'est un art de recevoir. Et vraiment, cette idée de recevoir, d'hospitalité,
Et moi qui viens d'une autre région, qui est aussi une très très belle région viticole, c'est quelque chose vraiment que je découvre et que j'expérimente au jour le jour. L'art de recevoir en Champagne, c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec une précision, une excellence vraiment remarquable. Et donc c'est ce que je voulais mettre en avant dans cette première partie, et s'interroger sur finalement le champagne. Quand est-ce qu'on consomme le champagne? Pendant le repas? Mais alors si c'est pendant le repas, c'est au moment du dessert, c'est au moment de l'apéritif? Et est-ce que c'est pas plutôt en dehors des repas? Et puis dans quel verre? La coupe, la flûte, d'autres verres. Et le champagne, on le boit à quelle température? Pendant longtemps, on le buvait frappé, moins frappé aujourd'hui. Quel dosage? Donc on va en fait montrer l'évolution des usages de consommation de champagne. Dans cette première partie, c'est la photo que vous aviez là, voilà, avec des très beaux contenants, des seaux, des rafraîchissoirs, des verres. Ce magnifique tableau qui nous a été prêté par le musée de Tourcoing, qui est donc une très belle table bourgeoise, on est en 1913, et qui nous montre à quel point le consommer du champagne au moment du dessert, c'est vraiment une manière d'asseoir sa notabilité. On consomme du champagne, on a des belles argenteries, on a des belles nappes, on a au centre de la table une jardinière électrique. L'électricité, le champagne dans des coupes, c'est la modernité, c'est la théâtralisation de la table, et c'est pour cette bourgeoisie une manière de montrer qu'elle a réussi. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. La seconde, on est vraiment là sur des choses qui sont largement partagées au niveau international. C'est le vin de la générosité et du partage. J'aurais peut-être pas le temps de décrire certaines œuvres, mais je verrai. Mais là, je voulais mettre l'accent sur deux choses. Sur le côté coquin, voire grivois du champagne. Parce que le champagne est fortement associé aux choses de l'amour. Alors, il y a l'amour romantique, des dîners en amoureux, etc. Mais le champagne peut être aussi un vin très érotique, très sexualisé, dès le départ. Je ne vous en dis pas plus, venez voir l'expo, allez acheter le catalogue de l'exposition, vous découvrirez notamment le poème du cardinal de Bernis qui date des années 1770, qui en termes de métaphores et d'images permet de tout de suite comprendre que l'ouverture d'une bouteille de champagne a souvent été comparée à autre chose. Voilà. Et donc ça, c'est aussi une thématique qu'on voulait mettre en avant, ce champagne vin coquin. Et puis également ce vin de la réconciliation, cette arme diplomatique qui c'est un incontournable. Alors, il y a 2 autres grandes régions viticoles en France et il y a beaucoup d'autres produits de la gastronomie qui font partie de cette image de la France, évidemment, qui sont des incontournables. Mais je voudrais vérifier pour les 2 autres régions viticoles auxquelles je pense. Mais le champagne, c'est vraiment... Vous pouvez être sûr que dans un grand repas, il y a du champagne. Voilà. Et il y a pas mal notamment d'images humoristiques dans l'exposition où on se moque justement un petit peu de ce côté, le côté un peu diplomatique que peut avoir le champagne. Et la dernière partie, c'est comment le champagne a accompagné les mutations de nos sociétés européennes au XIXe siècle. En fait, le champagne, c'est un vrai produit d'innovation. C'est un produit qui a besoin d'investissement, qui a besoin de place. D'abord, il faut de la place pour élaborer et laisser vieillir le champagne, qui a eu besoin de beaucoup d'investissement et qui a beaucoup fait reposer ça sur la révolution industrielle au XIXe siècle. Et de ce fait, qui va être un peu comme un poisson dans l'eau au XIXe siècle avec toutes ces nouveautés du XIXe siècle. Les grands restaurants, les cafés-spectacles, pensez au quartier de Montmartre, des grands boulevards, tout ce qui est lié au music-hall, le Moulin Rouge, les Folies Bergères, etc. Le cinéma, enfin la photo puis le cinéma, le sport, c'est nouveau le sport au XIXe siècle. Cette société de consommation, cette société du temps libre, du divertissement, l'affiche, évidemment. Voilà, Caroline en parlait. Par exemple, Pierre Bonnard démarre sa carrière avec une affiche de champagne. C'est grâce à ça que son père va lui dire « Ok, ça a bien marché ton affiche, tu peux arrêter tes études de droit et puis te lancer dans ta carrière artistique, on verra ce que ça donnera. » Bon, il n'a pas eu tort de laisser son fils faire. Donc le champagne, c'est vraiment cette image de la modernité à travers les expos universelles aussi. Le champagne démontre qu'il est vraiment cette activité, cette vitrine de la modernité dans les expos universelles. Donc ça, c'est la 3e partie.
Voilà, donc juste pour finir sur cette exposition, parce que je suis allée très vite, je vous ai dit plein de choses, donc vous aurez peut-être des questions. Quelques très belles œuvres qui nous ont été prêtées. Donc il y a plus de 30 prêteurs, notamment la Maison Ruinart, plus de 210 objets exposés, une quinzaine de mécènes qui nous ont accompagnés. Donc là au-dessus, la partie dédiée aux expos universelles, avec ce très beau tableau de Maxime Maufra qui présente l'expo universelle de 1900, durant laquelle Mercier a fait voler un ballon captif à 300 mètres au-dessus de Paris, un ballon captif qui se transformait évidemment en lieu de dégustation de champagne. Voilà. Et puis, alors, bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais si vous avez des questions, de très belles affiches. Je voudrais quand même vous montrer une très belle... Alors, les éventails publicitaires, les collaborations publicitaires, là, c'est avec ce très beau plat, Esprit Art Nouveau, qui est un plat à biscuits lus, le Fèvre Utile. Mais le Fèvre Utile a beaucoup utilisé l'image du champagne pour vendre ses biscuits. Voilà, voilà, beaucoup de menus, des très beaux contenants. Ah oui, voilà, je voulais vous en parler de cette... Donc là, vous avez une affiche et une maquette préparatoire que l'on doit à Leonetto Capiello, qui est le maître de l'affiche moderne au début du XXe siècle, et qui est sans doute, j'ai envie de dire que c'est l'artiste. Alors il y a Mucha, je citais Pierre Bonnard, mais je pense que c'est vraiment Capiello qui va cristalliser l'image du champagne, celle qu'on a dans notre imaginaire, dans l'esprit collectif. Donc cette image de la joie de vivre, avec une femme qui est souvent mutine, conquérante, glamour, parfois plutôt élégante, ça dépend. Cette idée d'énergie positive, de mouvement. Ça, c'est vraiment Capiello qui va réaliser plusieurs affiches pour différentes maisons de champagne, qui va figer cette image au tout début du XXe siècle. Donc, on a la chance au musée à Épernay d'avoir sans doute la plus belle collection publique d'affiches de champagne. Donc, on en présente un certain nombre. On avait une à gauche. Et à droite, c'est une maquette préparatoire. Alors, juste pour l'anecdote, que ça va vous faire rire. Donc là, c'est une maquette que nous avons achetée par préemption l'année dernière en vente aux enchères. Nous avons également l'affiche, donc la version finalisée. Donc là, vous voyez que sur la maquette, il y a écrit que champagne. Parce que ça allait être présenté aux clients, qui en l'occurrence est une maison de champagne qui n'existe plus aujourd'hui, la maison Delbecq à Reims. Et donc il se trouve que Delbecq a trouvé ça très bien, donc il l'a acheté, et donc la version finale, c'est avec écrit Delbecq en dessous. Et donc pour que vous compreniez, alors là je m'éloigne du champagne, mais que le lien entre un dessinateur, un éditeur d'affiches et le client, c'est qu'il y avait plusieurs maquettes qui étaient proposées, d'abord en petit format, après en grand format au client, et à tout moment le client pouvait dire bah non, j'en veux pas, ça me plaît pas. Et donc il y a un exemple fameux de maquette préparatoire de ce type de Capiello, où c'est écrit champagne au-dessus, puis on ne sait pas pour qui c'était, mais le client n'en a pas voulu, et résultat, la fiche finale, c'est pour un apéritif auvergnat. Donc il n'y a plus écrit champagne, il y a le nom de cet apéritif auvergnat, et la coupe de champagne s'est transformée en petit verre à dégustation d'apéritif. Voilà, donc superbe affiche, pastel, donc préparatoire à une grande affiche, couleur éclatante. Il faut se dépêcher de venir la voir, parce qu'évidemment, comme c'est un pastel, après, l'œuvre va retourner en réserve, voilà, parce qu'elle est très sensible à la lumière. Voilà, un grand mur d'images quand on arrive dans l'espace d'exposition, avec donc toutes ces images et ces citations. Donc il y a Flaubert, il y a Fitzgerald, il y a Amélie Nothomb, il y a Ian Fleming pour James Bond, et toutes ces images. On démarre l'expo avec ça, de manière à ce que le visiteur peut tout de suite se dire, bah, finalement, et moi le champagne c'est quoi? Est-ce que je pense à la gastronomie? Est-ce que je pense à la fête? Est-ce que je pense à des lieux de perdition? Est-ce que je pense à des paysages? Donc c'est pour interpeller tout de suite le visiteur sur cette image polyphonique, plurielle du champagne, champagne c'est assez dingue par rapport à d'autres boissons qui vont souvent avoir une image quand même plus facile à circonscrire. Le champagne, c'est tout. C'est à la fois la distinction et l'universalité. C'est à la fois l'élégance et le côté plus populaire. C'est à la fois quelque chose de très spirituel, quelque chose de très coquin. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on interroge dans l'exposition. Et ouais, alors je voulais juste finir, puisque je voulais finir avec cette bouteille. Alors à droite, c'est la couverture du catalogue d'exposition. Voilà. Et je voulais finir avec cette bouteille qui est la seule bouteille qui soit à ce jour conservée du Sacre de Louis XV en octobre 1722 à Reims.
qui est le premier sacre d'un roi de France au champagne, notamment. Voilà. Alors, on ne sait pas exactement s'il y avait du vin effervescent dans cette bouteille ou si c'était du vin tranquille. Mais voilà, c'était aussi un petit clin d'œil à l'histoire de France, puisqu'on parlait tout à l'heure de Charles X. Et dans cette même vitrine, on ne le voit pas là, mais il y a également un rafraîchissoir du service de Charles X prêté par la maison Ruinart. Pas mal, hein, j'ai fait la boucle et bouclée. Voilà. Voilà, j'ai essayé de, je ne sais pas du tout quel timing, si j'ai respecté le timing, mais Très bien. merci. Bravo, merci beaucoup. C'est vraiment l'art et la manière de nous emporter et de nous convaincre, s'il en était besoin, de venir faire un séjour entre Épernay, voir cette exposition qui manifestement mérite qu'on y passe du temps, et plein de belles découvertes. Donc merci beaucoup pour cette invitation là aussi, donc à vous deux. On a un petit peu de temps parce que malheureusement Caroline l'avait dit avant, va devoir partir à 8h, je pense, au plus tard, c'est-à-dire encore 5 minutes, mais 10 minutes, allez, merci. Mais d'ici là, on a tout le loisir de discuter, de poser des questions, à l'une comme à l'autre, mais Laure l'a dit pendant son exposé, il y a déjà des questions que tu as posées d'ailleurs. Alors pourquoi Douglas Kennedy et pas Amélie Nothomb, tiens. Deux façons de voir le champagne, peut-être. Tout à fait. Alors, Amélie Nothomb, donc nous l'avons associée à l'exposition, en effet, puisqu'il y a 2 citations de ses romans dans l'exposition. Alors, il se trouve qu'Amélie Nothomb, nous l'avons déjà reçue à plusieurs reprises. Voilà, donc elle avait déjà eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre du musée sur le champagne et son amour pour le champagne. Douglas Kennedy, pour vous expliquer pourquoi, ce que je ne vous ai pas précisé, donc l'expo, c'est essentiellement comment s'est construit cette image du champagne du milieu du 19e siècle aux années 1930. C'est essentiellement ça, mais ce n'est pas que ça. On parle également de comment le champagne se réinvente aujourd'hui, et là je rejoins Caroline, comment aujourd'hui on remet beaucoup en avant les accords champagne et gastronomie, et qu'on rappelle que le champagne peut se consommer à tous les moments du repas, et également avec des petits riens du quotidien. C'est le vin de la fête, mais aussi des petits moments du quotidien où on a envie de se faire plaisir. Donc, et on parle de ces nouvelles façons de consommer le champagne dans l'exposition. On parle de la mixologie aussi. Voilà. Donc voilà, je voulais étendre les choses d'un point de vue chronologique. Et puis je voulais aussi les étendre, qu'on ne reste pas que dans une entrée déjà trop champenois. Alors ça, c'était mon grand souci, parce qu'évidemment, entre nous, il y a des choses qui nous semblent évidentes de ce qu'est le champagne, de la manière de consommer le champagne, mais je sais très très bien, et rien qu'en venant ici à Paris, ça ne sera pas forcément quelque chose qui est universellement partagé. Et donc je me suis dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous parle du champagne, de comment sociologiquement le champagne peut représenter des choses différentes. Et pour connaître l'œuvre de Douglas et connaître Douglas, voilà, c'est un gamin de New York qui vient d'un milieu plutôt modeste de New York, qui a beaucoup vécu à Londres, à la City de Londres, qui connaît très bien Paris également et d'autres régions du monde. Et je me suis dit, pour connaître aussi comment il sait capturer, saisir des ambiances d'un point de vue vraiment sociologique et anthropologique, je me suis dit, je suis sûre que lui, il va me faire un super truc dans le catalogue à sa manière. Hein, donc voilà, on n'est pas sur une entrée, il ne va pas théoriser les choses, il va vraiment. Donc il nous a proposé en fait un essai dans le catalogue sur comment lui, en tant qu'écrivain, tout au long de sa vie, il a perçu le champagne. Voilà. Et comment ses parents le percevaient, comment après à la City on consommait du champagne, et voilà ce que ça, voilà. Et c'était pas forcément le même type de champagne qu'on consommait. Voilà. Donc je sentais qu'il était en capacité de faire ça. Il a largement relevé le défi. Et voilà, c'était vraiment pour élargir un peu le spectre et du propos de l'exposition. Et ce texte, on le trouve dans le catalogue. Dans le catalogue qui est en vente dans toutes les bonnes librairies. Très bien. Aux éditions Sylvana Éditorial. Voilà. D'autres précisions où, on sait comment aller à Épernay, on sait comment aller à Intac. Et elles seront ravies de nous accueillir. Pour ma part, j'y serai probablement en mars, début mars. Voilà. Non, il n'y a pas de questions. On va. Ah si, pardon. Ah voilà, cher monsieur. C'est un peu comme le marteau du commissaire-priseur. Quel est le verre préféré pour boire champagne? Vulgaire, champenois. Alors, au-delà du regard du champenois ou de la champenoise, ce qui est clairement recommandé aujourd'hui, c'est de mettre de côté et la flûte et la coupe.
Alors qui sont des très très beaux objets, et il y a des très très beaux exemplaires qui sont présentés dans l'exposition. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut vraiment apprécier d'un point de vue aromatique le champagne, on va plutôt conseiller les verres avec un calice plutôt élargi. Voilà, et un buvant qui va se resserrer au-dessus. Alors là, il y a plein de modalités, on peut imaginer différentes choses. Donc ça peut être aussi une flûte, mais plutôt élargie. Voilà, donc c'est plutôt ce qu'on appelle les verres, c'est un peu les verres à vin blanc en fait. C'est ce type de verre qui va être plutôt préconisé aujourd'hui. La coupe, c'est vraiment une catastrophe parce que là, vous avez tout qui part, tant les bulles, enfin l'effervescence que les arômes. Voilà. Sur les flûtes, ça dépend vraiment du type de flûte. Il y a quand même des flûtes aujourd'hui qui sont un peu plus élargies, voilà, mais pas la grande flûte, voilà, toute verticale et très étroite. Ça, c'est vraiment pas. Là, vous passez à côté. Vraiment pas vous passez à côté de tout ce travail minutieux réalisé par les maisons de champagne et les vignerons, donc c'est regrettable. Et sinon, vous avez aussi en Champagne, alors c'est plus, parce que le champagne, on le consomme aussi dans les vignes, hein, voilà, donc notamment les vignerons, quand ils partaient avec leur repas de la journée, ils n'allaient pas partir avec leur coupe, hein, voilà, donc ils partaient avec un petit verre qui s'appelle le blida. Voilà, alors qui n'est pas forcément le meilleur verre en termes d'expression aromatique, mais qui est le vrai verre inscrit dans les habitudes et les traditions champenoises. Merci beaucoup pour ces précisions et surtout c'est rassurant de savoir qu'on a quand même encore des questions essentielles à se poser aujourd'hui dans notre société en 2025, dont celle-ci est très belle et vive donc le verre à vin évasé. Blanc, pardon, pour déguster, apprécier le champagne. Merci à vous tous. Alors il y a d'autres évidemment conférences d'ici la fin de l'année, d'autres rencontres des savoir-faire, mais pour ma part, on se retrouvera début janvier. Donc, si on ne se revoit pas, toutes des très belles fêtes de fin d'année, effervescentes et pétillantes évidemment, et on l'a compris, ni dans une coupe, ni dans une flûte. Bravo à vous, merci. Merci.